Bonjour tout le monde. Donc on commence un nouveau chapitre sur le thème ondes et signaux. Donc après avoir fait le circuit RC, on va donc parler des ondes sonores aujourd'hui. Donc il y aura pas mal de rappels par rapport à ce que vous avez déjà vu en seconde ou l'année dernière, mais il y aura aussi des choses nouvelles. Donc vous avez bien sûr le QCM qui est ici, que vous pouvez faire en ligne. Donc, pour commencer, on va revenir sur ce qu'est une onde. Donc c'est des rappels de l'année dernière. Donc une onde, c'est une propagation de la perturbation d'un milieu sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Donc il y a une perturbation qui se propage, mais ce n'est pas la matière qui se propage, c'est juste l'énergie qui se propage. Et les ondes sonores, ce sont des ondes mécaniques, progressives, longitudinales et à trois dimensions. Donc c'est tout ça à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire des ondes mécaniques? Je vous rappelle que ça veut dire que ça a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Et donc une onde sonore ne peut pas se propager dans le vide. Elle a besoin d'un milieu matériel, donc l'air, c'est un milieu matériel par exemple. La table aussi, une table, c'est un milieu matériel. C'est pour ça que quand on tape dessus, ça fait un bruit, etc., etc. Par contre, si vous êtes dans l'espace et que vous criez toutes vos forces, personne ne vous entendra, parce qu'il n'y a pas de milieu matériel. L'inverse pas l'inverse, des ondes mécaniques, ce sont les ondes électromagnétiques. Donc, des ondes électromagnétiques n'ont pas besoin de milieu matériel pour se propager. Elles se propagent dans le vide. Donc la lumière se propage dans le vide. Ensuite, on a les ondes progressives. L'onde sonore est une onde progressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle se propage de proche en proche, sans déformation. Donc progressivement, elle avance petit à petit, sans se déformer au cours du temps. Et qu'est-ce qu'une onde longitudinale? C'est une onde dont la perturbation est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Parce que on verra tout à l'heure que, bon, tout de suite même, que qu'est-ce qui se passe quand je parle? Ben, les molécules d'air se déplacent, mais elle ne se déplace pas comme ça en fait. On verra tout à l'heure, ou peut-être même ici, non, je ne l'ai pas fait. Donc, une simple molécule va vibrer autour de sa position d'origine. Va vibrer, elle va entraîner la vibration d'une autre molécule de proche en proche, d'une autre molécule de proche en proche, etc. Et donc, on a des zones de compression, ici, et des zones de dilatation de l'air. Donc, des zones où l'air est plus compressé et d'autres zones où l'air est plus dilaté. Et ce sont ces zones-là qui vont se déplacer, alors que les molécules restent en place. Elles restent en place juste en vibrant un petit peu. Et elles vibrent de façon longitudinale, ça veut dire qu'elles vibrent dans la direction de propagation de l'onde. Donc les zones de compression de dilatation vont de gauche à droite, et la molécule vibre de gauche à droite aussi. Alors qu'une onde transversale, c'est une onde qui vibre, par exemple, si la direction de propagation est de gauche à droite, elle aurait vibré de haut en bas. Ça, c'est par exemple quand vous jetez un caillou dans l'eau, ben, l'onde, vous voyez une onde se propager dans toutes les directions sur le plan de l'eau, alors que les molécules vibrent de haut en bas. Donc voilà ce qui se passe pour le son. J'espère que j'ai été clair sur ça. Petite chose, vous avez déjà vu les ondes sonores sinusoïdales. Qu'est-ce que ça veut dire une onde sinusoïdale? Donc si la perturbation, la source de la perturbation, perturbe le milieu de façon périodique, ça veut dire, imaginez que j'ai une perturbation, je tape sur la table une fois, une seconde après encore une fois, une seconde après encore une fois. C'est de façon périodique, donc avec un laps de temps qui est toujours le même. On appelle donc cette onde une onde périodique. Donc ça veut dire que la perturbation revient à intervalles de temps réguliers dans le temps. Et elle peut être décrite par une fonction sinusoïdale du temps. Si elle peut être décrite par une fonction sinusoïdale du temps, on appelle ça donc une onde sinusoïdale. Une fonction sinusoïdale, vous en connaissez deux normalement. Vous connaissez le sinus et le cosinus au moins. Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Donc soit c'est une fonction cosinus, soit c'est une fonction sinus. Je vais vous donner ce que ça vous donne. Donc vous savez qu'une fonction sinusoïdale, ça donne ça. Donc ça, c'est une onde périodique. Mais il n'y a pas que ça comme onde périodique. Vous avez vu ça l'année dernière. Un ECG qui est bien régulier, c'est aussi un électrocardiogramme, c'est aussi une onde périodique, mais elle n'est pas sinusoïdale. Pour que ce soit sinusoïdal, il faut vraiment que ça ait ces vagues-là, en fait. Je vais vous pas rappeler, mais bon, donner
qu'est-ce qui change dans cette courbe-là si je change A, petit a et B? Donc, quelques petits exemples. Ici, vous avez juste sinus de t. Donc, on démarre à 0. Je vous le remets ici. Voilà. Ça, c'est la période de temps, et on va voir ça après. Donc ça, c'est le cosinus, et ça, c'est le sinus. Donc quelle différence entre les deux, cosinus de t et sinus de t? C'est juste, il y a un décalage de t sur 2. Donc il y a un petit décalage entre là et là. Donc c'est comme si que la fonction sinus de t, on l'a décalée un petit peu pour rattraper celle de cosinus de t. Donc elles sont un petit peu décalées dans le temps. Une commence à 1, alors que l'autre commence à 0. Ensuite, si on change l'amplitude qui est devant, donc si on change le A, donc je vous avais dit que c'était A fois cosinus de AT plus B. Donc si on change le A, ici on a un 10, qu'est-ce qui va changer? C'est juste l'amplitude, ça veut dire que ça va monter beaucoup plus haut ici. Donc on aura ça va monter jusqu'à 10, alors que là ça va monter jusqu'à 1. Ensuite, si on change le petit a, ça veut dire que le coefficient qu'il y a devant le t. Tout à l'heure, j'avais un 1 devant le t, 1 fois t, alors que là, j'ai un 0,3. Donc, qu'est-ce qui change? C'est la période qui change. Donc, si je mets un coefficient qui est plus petit que 1, ma période va être plus grande. Si je mets un coefficient plus grand que 1, ma période va être plus petite. Et si je change le b, ici, j'avais un b qui était égal à 0, alors que là, je mets plus 5. Qu'est-ce qui change entre là et là, ou entre là et là? C'est juste que l'onde se décale. Donc, on appelle ça un déphasage. Donc, ce sera important pour les prochains chapitres, le déphasage. Donc, on dit que l'onde est déphasée par rapport à l'onde de départ, par rapport à l'onde où il n'y a pas le B, où il n'y a pas le plus 5. Donc ça, si vous avez ça en tête, c'est bien, sinon ça ne va pas trop avoir d'incidence sur ce chapitre, mais bon, c'est toujours bien d'avoir ça en tête. Ensuite, on va revenir sur deux notions très importantes, la périodicité temporelle et la périodicité spatiale. Donc il y a deux périodicités pour les ondes sonores, sinusoïdales. On a une périodicité temporelle, ça veut dire qu'elle a une période t. Et la période t, qu'est-ce que c'est? C'est la durée qui espace deux perturbations successives au même point de l'espace. Donc dites-vous par exemple, vous êtes dans un stade, il y a une ola qui commence, et vous regardez une seule personne au cours du temps. Donc vous prenez une vidéo, vous regardez une seule personne, et cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lève les bras, elle redescend, elle relève les bras, elle redescend, etc. Donc, il y a plusieurs perturbations à intervalles de temps réguliers. Et en fait, vous prenez deux moments identiques de la même personne. Par exemple, quand elle a les bras tout en haut, elle les redescend. Elle a encore une fois les bras tout en haut. Donc, la durée qui sépare ces deux moments-là, où elle a les bras tout en haut, c'est la période t. Donc, c'est la durée qui sépare deux perturbations successives au même point de l'espace. Et donc, c'est imposé, bien sûr, par la source de la perturbation. Et là, alors que la périodicité spatiale, c'est une longueur. Ce n'est pas une durée, c'est une longueur. C'est la longueur d'onde. Et la longueur d'onde, qu'est-ce que c'est? C'est, prenez encore une fois l'exemple de la Ola. Cette fois-ci, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas prendre une vidéo, vous allez prendre une photo. Vous allez prendre une photo de la Ola, et en fait, vous aurez donc une personne qui a les bras tout en haut, à côté de lui, une personne qui a les bras un peu moins haut, un peu moins haut, une personne qui est assise. Quand vous continuez à avancer vers la gauche ou vers la droite, peu importe, vous avez des gens qui se lèvent de plus en plus, et en fait, vous prenez la distance qui sépare deux personnes qui sont au même niveau, qui ont les bras tout en haut, par exemple. Et ça, c'est la longueur d'onde. Donc, c'est dû au fait que pendant que la première perturbation se propage d'une longueur lambda, la longueur d'onde, la source de la perturbation perturbe le milieu une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, etc. Donc, vous aurez toujours plusieurs longueurs d'onde comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est une longueur d'onde? C'est la distance entre deux perturbations, on va dire. Je ne sais pas si je suis clair comme ça, mais on peut dire que c'est la distance qu'a mis l'onde, qui a parcouru l'onde pendant la période t. Donc, c'est pour ça que, je reviens ici, la longueur d'onde, c'est ça. Donc, vous avez deux zones de compression, par exemple.
La longueur d'onde de l'onde sonore, c'est la longueur entre deux zones de compression successives. Ou alors, vous auriez pu prendre aussi deux zones de dilatation successives. Ça revient au même. Par contre, il faut prendre le même niveau. Il faut prendre le milieu, par exemple, ici et le milieu ici. Pareil ici, le milieu ici et le milieu ici. Le milieu des zones de compression. Donc ça, pour une source sonore, pour une onde sonore, c'est la distance entre deux zones de compression ou deux zones de dilatation successives. Ça, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. On a l'impression que on n'a pas l'impression, la zone de compression avance au fur et à mesure du temps, alors que si vous regardez chaque particule, les particules, qu'est-ce qu'elles font? Elles font un mouvement de vibration de gauche à droite, mais elles ne suivent pas la zone de compression. Donc c'est bien une onde où il y a propagation de l'énergie, mais pas de propagation de la matière. La matière ne se propage pas avec la zone de compression. Et donc ce que je vous ai dit ici, vu que je vous avais dit que la longueur d'onde, c'est la longueur que parcourt l'onde pendant la distance t, pendant la distance, n'importe quoi, pendant la durée t, donc la période, donc en fait on a la même relation que pour la vitesse. D égale à V fois t, fois delta t. Ou alors V est égal à D divisé par delta t. C'est exactement la même que pour la vitesse. Sauf que dans ce cas-là, la longueur d'onde, c'est la distance. La vitesse, c'est la célérité de l'onde. Et la durée delta t, c'est la période grand T. Donc bien sûr, vous avez, si vous avez une célérité en mètres par seconde, il faut avoir la longueur d'onde en mètres et la période en secondes. Et petit rappel sur la fréquence, ça peut être utile. La fréquence, c'est 1 sur la période, avec la fréquence en hertz et la période en secondes. Donc la période, il faut absolument qu'elle soit en secondes pour que la fréquence soit en hertz. Et là, on arrive à des choses normalement que vous n'avez pas encore vues. Il y a deux conditions pour qu'un son soit audible. On parle d'audibilité du son pour un être humain, bien sûr. Pour les chiens, les baleines, etc., c'est autre chose. Mais pour un être humain, et sachant que c'est une moyenne parce que chaque être humain est différent, donc il y a des petites variantes entre les êtres humains. Mais en gros, chaque être humain est capable d'entendre un son s'il y a deux conditions qui sont remplies. Premièrement, il faut que la fréquence de l'onde soit comprise entre 20 Hz et 20 kHz, donc entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc ça, c'est pour la fréquence. Et deuxième, bon, je vais peut-être revenir dessus, entre 20 Hz et 20 000 Hz, vous avez les sons audibles pour l'homme. Avant, ce sont des infrasons, comme infrarouge, donc ça veut dire en dessous du rouge, donc là, ça veut dire en dessous du son. Donc en dessous de 20 Hz, alors que ultrasons, ça veut dire au-dessus du son, donc au-dessus des 20 000 Hz. Donc les ultrasons sont beaucoup plus aigus que les sons normaux, et les infrasons sont beaucoup plus graves, tellement graves qu'on ne les entend pas, que les sons normaux. Quand je dis grave et aigu, je parle surtout par rapport à la fréquence. Vous vous souviendrez que plus la fréquence est importante, plus le son est aigu, plus la fréquence est faible, plus le son est grave. Mais c'est vrai que infrason et ultrason, normalement, on ne peut pas dire grave et aigu. On dit grave et aigu pour les sons audibles. Donc là, on a des sons médiums. Donc les sons aigus sont au-dessus de 2000 Hz et les sons graves en dessous de 200 Hz. Mais bon, ça, vous n'avez pas forcément à le savoir. Et deuxième condition pour entendre un son, il faut que l'intensité sonore soit supérieure à l'intensité sonore de référence, ou seuil d'audibilité. Et ce seuil d'audibilité dépend de la fréquence, mais en gros, on peut dire que c'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Je vous montrerai après pourquoi ça dépend de la fréquence. Ici, le seuil d'audibilité, il est ici. C'est ce que vous avez là. Et en fait, 10 puissance moins 12, c'est le plus bas, en fait. Donc ça dépend de la fréquence. Donc c'est pour une fréquence qui est à peu près de 200 Hz. Là, on a 2 kHz. On va dire 3 à 4 kHz, peut-être. Parce que c'est une échelle logarithmique, j'arrive pas vraiment à voir. Donc ici, ce schéma-là, en fait, montre juste, vous avez une perte auditive, donc des personnes qui ont des pertes auditives, c'est pas pour tous les sons. Ici, ça va être pour les sons aigus, alors que, enfin, peu importe, vous n'avez pas à le savoir. Je voulais juste vous montrer l'image, cette image-là, en fait, mais sans les pertes auditives. Mais comme je ne l'ai pas trouvé, je vous ai mis ça. Donc, deux choses. Un petit exemple que je peux vous donner, c'est vous avez un piano, vous l'allumez. Les touches qui sont les plus à gauche sont les touches qui ont des sons graves. Les touches qui sont les plus à droite sont les touches qui ont des sons aigus.
Imaginez qu'on ait un piano qui ait des touches encore plus graves, ou plutôt avec une fréquence encore plus basse et des fréquences de l'autre côté encore plus hautes. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait? Les touches qui seraient très graves, ce seraient des infrasons, donc on ne les entendrait pas. Et des touches qui seraient plus aiguës à droite, ce seraient des ultrasons, donc on ne les entendrait pas non plus. Donc ça, c'est par rapport à la fréquence. Maintenant, par rapport à l'intensité sonore, c'est l'intensité sonore en fait. Quand vous augmentez le volume ou vous diminuez le volume. Donc si vous avez un volume au plus bas, vous n'allez pas entendre le son. Et si vous avez un volume au plus haut, là, ça va faire mal aux oreilles. Donc l'intensité sonore, c'est par rapport à ce volume, et la fréquence sonore, c'est par rapport à la note jouée. On peut dire ça comme ça. Donc il faut absolument avoir une intensité sonore supérieure à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, et une fréquence qui soit comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Ensuite, qu'est-ce que l'intensité sonore justement? Parce on disait qu'il fallait que l'intensité sonore soit supérieure à 10 puissance moins 12. Donc une intensité sonore, c'est une puissance sonore par unité de surface. Donc ça veut dire que c'est une puissance divisée par une surface. Et la surface, c'est, vu que quand on parle, je ne sais pas pourquoi il s'est mis là, mètre carré, peu importe, regardez ici, donc quand on parle, moi je parle ici, en fait, mon son il va partout, autour de moi, autour, au-dessus, en dessous, etc. Donc ça crée une sphère. Et sur toute cette même sphère, j'ai la même distance. Le rayon d'une sphère est identique partout. Donc, toutes les personnes qui se situeront à la même distance de moi m'entendront avec la même intensité. Donc c'est pour ça que c'est lié à cette distance-là, donc à cette sphère-là. Donc on a la puissance divisée par 4 pi r carré. 4 pi r carré, c'est quoi? C'est la surface d'une sphère. La surface d'un disque, c'est pi r carré, vous vous souvenez, et la surface d'une sphère, c'est 4 pi r carré. Et donc c'est en watts par mètre carré parce que donc l'intensité sonore est en watts par mètre carré parce que c'est une puissance divisée par une surface. Donc des watts divisés par des mètres carrés. Donc retenez cette formule, on ne l'utilisera pas très souvent, mais elle peut être utile et puis elle peut tomber sur certains exercices. On ne sait jamais. Donc l'intensité sonore, c'est ce que vous avez ici. Le seuil de douleur, c'est 1. Donc si vous avez une intensité sonore de 1, là ça commence à faire mal aux oreilles. Si vous avez une intensité sonore de 10 ou de 100, ça fait très mal aux oreilles. À partir de 100, 10 puissance 2, donc 100, ça peut avoir des impacts négatifs sur l'oreille. Vous pouvez commencer à devenir sourd peut-être ou avoir des problèmes aux oreilles. Le son d'une conversation, c'est entre 10 puissance moins 6 et 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. Mais ça, c'est un petit peu compliqué à retenir parce que ce sont des puissances de 10, donc on va plus parler en niveau d'intensité sonore qui est en décibels. Donc on va en parler juste après. Le décibel, c'est le niveau sonore ou niveau d'intensité sonore. Donc les deux noms existent. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça L? Parce qu'en anglais, niveau, ça se dit level. Donc c'est en décibels ou en bel. Le décibel, c'est rien d'autre qu'un dixième de bel, comme le décimètre, c'est un dixième de mètre. Donc si je vous demande 10 décibels, c'est combien de bel? 10 décibels, c'est 1 bel. C'est 10 dixièmes de bel. Et se calcule à partir de l'intensité sonore. Donc cette formule est à apprendre par cœur. Donc le niveau d'intensité sonore en décibels, c'est 10 fois log de I sur I0, avec I0 qui est égal au seuil d'audibilité que je vous ai dit tout à l'heure, 10 puissance moins 12. Donc c'est toujours 10 puissance moins 12, c'est une constante. Donc si je parle avec une intensité sonore de 10 puissance moins 6, par exemple, ben, je fais 10 fois log de 10 puissance moins 6 sur 10 puissance moins 12. Ça me donnera le niveau d'intensité sonore avec lequel je parle. Donc ça correspond aux valeurs qui sont ici. On va essayer de faire un calcul pour comprendre ce qu'on dit. Donc si vous êtes ici, donc vous avez un niveau sonore, c'est un avion au décollage, de 100. Pour trouver 140, comment je fais? Je fais 10 puissance log de 10 puissance 2, donc c'est 10 puissance 2, donc ça, divisé par 10 puissance moins 12, qui est I0. Je vous rappelle que des puissances de 10, quand on a une division, ça devient une soustraction. Donc une division de 2 puissance de 10, on peut soustraire les exposants. Donc ça fait 2 moins moins 12. Et 2 moins moins 12, ça fait 14. Donc 10 fois 10 puissance 10 fois log de 10 puissance 14. Et je vous rappelle que le log de 10 puissance quelque chose, c'est égal à ce quelque chose. On a vu ça en acide base. Donc log de 10 puissance 14, c'est 14. Donc 10 fois 14, ça fait 140. C'est ce qu'on a ici.
Donc un petit moyen mémotechnique, comme 10 puissance moins 12, ça reste toujours le même, donc vous avez juste à faire 12 plus la puissance de l'exposant, et multiplié par 10, pour retrouver le truc, de façon rapide. Donc 12 plus 2, ça fait 14, divisé fois 10, ça fait 140. Autre exemple, je vais vous donner un autre exemple. Donc si vous avez 10 puissance moins 3, donc 12 plus moins 3, ça fait 9, 12 moins 9, 3, fois 10, 90. Mais quand vous avez un exercice, il faut absolument le faire de cette manière-là. Ce que je vous ai dit, c'est un moyen mémotechnique qui vous permet de vérifier si vous avez bon ou pas sur votre calcul. Et inversement, si je vous donne un niveau d'intensité sonore et que je vous demande ensuite de me calculer l'intensité sonore I, vous avez cette formule-là. C'est comme pour le pH en fait. pH égale à moins log de H3 au plus, donc H3 au plus égale à 10 puissance moins pH, avec le C0 devant. Donc ici on a I égale I0 fois 10 puissance L sur 10. Pourquoi L sur 10? Parce qu'il y a un 10 ici. Donc L divisé par 10 est égal à log de tout ça. Essayez de retrouver la formule qui est là à partir de celle-là, ça peut être bien. Donc pour L est égal à 70 décibels, donc qu'est-ce que je fais? Je fais I0 fois 10 puissance 70 sur 10. Donc 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 7. Ça fait combien? 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 7. Ça fait moins 12 plus 7. Donc ça fait 10 puissance moins 5. Et ça, on vous le demandera rarement en fait. C'est plus l'inverse qu'on vous demande. Mais bon, ça peut arriver. Attention, les niveaux, écoutez bien, parce que là, je ne l'ai pas mis, j'ai rien écrit dessus. Vous avez une petite question en QCM sur ça. Les intensités sonores, pardon, s'additionnent, mais pas les niveaux d'intensité sonore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi je suis en train de parler et qu'à côté de moi il y a quelqu'un qui est aussi en train de parler, moi je parle avec une intensité sonore de 10 puissance moins 6 par exemple, et la personne à côté de moi parle avec une intensité sonore de 10 puissance moins 6. J'ai le droit d'additionner ces deux intensités sonores. Ça fait 2 fois 10 puissance moins 6. 10 puissance moins 6 plus 10 puissance moins 6, ça fait 2 fois 10 puissance moins 6. Par contre, je n'ai pas le droit d'additionner les niveaux d'intensité sonore. Si je vous dis par exemple, moi je parle avec un niveau d'intensité sonore de 60 décibels, et quelqu'un à côté de moi parle aussi avec un niveau d'intensité sonore de 60 décibels. Le niveau d'intensité sonore global, c'est pas 60 plus 60 égale à 120. Dans ce cas-là, en fait, il faut passer à cette formule-là, et sur ce I-là, il faut additionner les deux. Il faut mettre I plus I et passer au décibel. Ou alors, vous faites... je vais pas vous le dire parce que justement, je voulais vous le faire faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Globalement, dites-vous que quand on additionne deux sons, on augmente de 3 décibels. Et ça, je vais vous demander d'essayer de faire le calcul tout seul. Donc on augmente de 3 décibels quand on multiplie par 2 un son. C'est-à-dire quand il y a deux personnes qui parlent avec le même niveau, par exemple. Et ça, je vous laisse faire. Au pire, venez me demander si vous n'y arrivez pas et on le fera ensemble. Et ensuite, on a bientôt terminé. Il nous reste deux choses à voir. L'atténuation. Donc un son n'est pas le même pour une personne, par exemple moi quand je parle en classe, une personne qui est au premier rang ou une personne qui est au dernier rang ne m'entendent pas avec le même niveau d'intensité sonore ou avec la même intensité sonore. La personne qui est plus éloignée m'entend moins bien que la personne qui est devant moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une atténuation qu'on appelle une atténuation géométrique. Et on a une deuxième atténuation qu'on verra tout à l'heure qui peut être due à un matériau. Par exemple, si vous avez une capuche sur vos oreilles, vous avez une atténuation qui est due aussi à l'absorption de cette capuche. Ou si vous êtes derrière un mur, par rapport à moi, vous m'entendrez moins bien parce que le mur va absorber une partie de mon intensité sonore. Je parle d'abord de l'atténuation géométrique, donc la distance. Donc l'intensité sonore s'affaiblit quand on s'éloigne de la source sonore. Pourquoi? On a dit tout à l'heure que l'intensité sonore, c'est une puissance par unité de surface. Donc P divisé par 4pi r carré. Donc si j'ai un individu qui est 2 fois plus éloigné qu'un autre individu, 1, ça veut dire que R2 est égal à 2 fois R1, alors l'intensité sonore de l'individu 1 sera divisé par 4 pour l'individu 2. Donc exemple, j'ai une personne devant moi quand je suis en cours qui est à 2 mètres de moi,
et une autre personne qui est à 4 mètres de moi, 2 fois plus éloignée. Donc la personne qui est à 2 mètres de moi m'entendra avec un certain niveau d'intensité sonore, et la personne qui est à 4 mètres de moi m'entendra 4 fois moins. Pas un niveau, mais une intensité sonore. Pourquoi? Parce que I1 est égal à P divisé par 4pi R1 au carré, et I2 est égal à P sur 4pi R2 au carré. Donc si je remplace ce R2 par 2 fois R1, c'est ce que j'ai écrit ici, il me reste ça. Donc je peux le carré le mettre pour le 2 et pour le R1. Ça me fera 2 au carré, ça me fait 4. Et R1 au carré, ça me fait R1 au carré. Donc finalement, j'aurai 4pi fois 4 R1 au carré. Ou alors 4 fois 4pi R1 au carré. Et ce que j'ai mis en rouge ici, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que ça. Donc c'est I1. Donc je remplace par I1. Ça me fait I2 est égal à I1 divisé par 4. Donc l'intensité sonore est bien divisée par 4. Pourquoi? Parce qu'on est 2 fois plus loin. Et comme il y a un carré, 2 fois plus loin, 2 au carré, ça fait 4. Donc s'il y a une personne qui était à 6 mètres par rapport à une personne qui est à 2 mètres de moi, c'est 3 fois plus loin. Donc comme 3 fois plus loin, je le mets au carré. 3 au carré, ça fait 9. Donc son niveau d'intensité sonore de la personne qui est 3 fois plus loin sera divisé par 9, etc. etc. Et l'atténuation géométrique, donc pour une personne qui est plus éloignée par rapport à une personne qui est plus proche, c'est juste la différence entre le niveau d'intensité sonore de la personne la plus proche moins le niveau d'intensité sonore de la personne la plus éloignée. Exemple assez simple. Non, je n'ai pas donné d'exemple ici. J'en donne juste après. Donc, si vous avez, plutôt que d'avoir des niveaux d'intensité sonore, si vous avez des intensités sonores, ben dans ce cas-là, vous utilisez la formule que vous connaissez. L, c'est 10 puissance 10 fois log de I sur I0. Donc L proche, c'est 10 fois log de I proche sur I0. Et L éloigné, c'est 10 fois log de I éloigné sur I0. Donc ça, c'est ça. Et comme vous savez que... non, en fait, je peux mettre 10 en facteur, et vous savez que log de A plus log de B, ça fait log de, entre parenthèses, A fois B, et log de A moins log de B, c'est log de A divisé par B. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 10 fois log de ça divisé par ça. Mais quand vous avez des fractions, ça divisé par ça, c'est la même chose que ça, multiplié par l'inverse de ça. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait ça, qui est ici, multiplié par l'inverse de ça. I éloigné sur I0, son inverse c'est I0 sur I éloigné. Donc essayez de refaire ça chez vous en 2 minutes, là, parce que j'ai sauté une ou deux étapes. Donc finalement, le I0 s'annule, se simplifie plutôt. Donc à la fin, on aura 10 fois log de I proche sur I éloigné. Donc ça, vous devez être capable, à partir de ça, de le retrouver. Donc si on vous donne des intensités sonores plutôt que des niveaux d'intensité sonore, vous pouvez utiliser cette formule, mais le mieux c'est de la retrouver à partir d'elle. Un petit exemple, l'exemple que je donne depuis tout à l'heure, je suis en classe, je suis en train de faire mon cours, et voici là, m'entend avec un niveau d'intensité sonore de 61 décibels. Clément, qui est un rang derrière, m'entend avec un niveau d'intensité sonore de 57 décibels. Quelle est l'atténuation géométrique? Vous n'avez plus qu'à faire la différence entre les deux, c'est 61 moins 57. Ça fait 4 décibels. Donc quand vous avez quelque chose comme ça, c'est assez simple. Quelque chose d'un peu plus compliqué maintenant, si plutôt que de vous donner des intensités sonores, ou des niveaux d'intensité sonore plutôt, je vous donne des distances. Comment on fait cette fois-ci? Voici là, est situé à 2 mètres de moi. Et Clément est situé à 3 mètres de moi, un rang derrière. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quelle est l'atténuation géométrique? Vous utilisez la formule qu'on a calculée dans la fiche précédente, dans la diapo précédente, donc 10 fois log de I proche sur I éloigné. Et comme vous savez que I, c'est la puissance par unité de surface, c'est la puissance divisée par 4pi fois R au carré, et R, c'est le rayon de la surface, mais en fait, ça correspond à la distance entre la source et l'objet qui entend la source. Donc, c'est la distance entre Wassila et moi, par exemple. Donc, ici, ça va être... Ah, je me suis trompé ici. J'ai oublié de changer, c'est W et C.
Donc c'est un W ici. Donc ça va être ça divisé par ça. Donc la plus proche, c'est voici là. Et le plus éloigné, c'est Clément. Donc c'est la distance de Clément. Donc diviser deux nombres revient au même que multiplier par l'inverse. Donc multiplier par je dis n'importe quoi. Diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc finalement, on a les 4. Si vous le faites, encore une fois, j'ai sauté une étape. Il y a le P qui va se simplifier, le 4pi qui va se simplifier, et on aura Clément qui va se retrouver au-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié par l'inverse de ça. Donc j'ai Clément au-dessus et Wassila en dessous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La distance de Clément et la distance de Wassila. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aurai 10 fois log de la distance du plus éloigné au carré sur le plus proche au carré. Et finalement, je vais trouver la même chose que tout à l'heure, 4 décibels. Donc 10 fois log de 3 au carré sur 2 au carré, et ça vous donne, avec la calculatrice, 4 décibels. Donc essayez de le refaire chez vous aussi. Une chose qui peut être intéressante à savoir pour les exercices, c'est quand vous doublez la distance, à chaque doublement, vous perdez 6 décibels. Donc si j'ai une distance d et que je la multiplie par 2, je perds donc 6 décibels, donc je passe de 80 à 74. Ensuite, je multiplie par 4, je perds encore 6 décibels, etc., etc. Parce que 2 fois 2, 4, etc. Donc ayez ça en tête et essayez de le démontrer. Je vous dis en fait que le bruit décroît à chaque doublement de distance de 6 décibels. Essayez de le démontrer. Je vous donne une petite aide. Ça vous met sur les rails. 10 fois log de 2 au carré est égal à 6. Donc, vous devez retrouver un truc de ce style-là. Dernière chose, l'atténuation par absorption. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez l'atténuation géométrique qui est due à la distance. Plus vous êtes éloigné d'une source, moins vous l'entendez bien. Et vous avez l'atténuation par absorption qui est due au fait qu'un son peut être absorbé. Donc si je parle devant vous en classe ou si je vous parle de derrière un mur, vous ne m'entendrez pas de la même manière. Pourquoi? Parce que le mur va absorber une partie du son. Donc lorsqu'une onde sonore incidente, c'est ce qui arrive, qui est ici, rencontre une paroi, un mur, un rideau, peu importe, capuche comme je vous ai dit tout à l'heure, peu importe ce qui est entre vos oreilles et la personne qui parle, dans ce cas-là, il y a une partie de cette onde incidente-là, onde sonore incidente, qui va être transmise, mais c'est juste une petite partie. Parce qu'il y a une partie qui va être réfléchie par le mur et une partie qui va être absorbée par le mur. Donc l'atténuation, ça va être ce que vous entendez, moins ce qui était au départ. Ce que vous entendez, c'est quoi? C'est ce qui est transmis. Et la voix qui est au départ, c'est l'onde sonore incidente. Donc ce qui va être perdu, c'est ce qui est réfléchi et ce qui est absorbé. Donc ça, c'est à peu près les mêmes choses que tout à l'heure. Donc pour cet exemple-là, vous avez une personne qui parle avec un niveau d'intensité sonore de 90 décibels, et derrière un mur, on n'entend plus qu'à 25 décibels, donc l'atténuation sonore est de 65 décibels. On a atténué le son de 65 décibels. Donc ça, c'est un autre petit exemple, peu importe. Donc voilà, c'est un cours assez succinct, assez court. Je pense qu'il n'y a pas de réelle difficulté dans ce cours-là, mais apprenez vraiment les définitions et les formules que vous devez connaître. Et essayez de refaire les démonstrations aussi, les petites démonstrations, mais bon. Je vous ai remis ici la petite fiche maths sur les logarithmes, parce qu'on s'en sert un petit peu. Je vous ai mis aussi l'essentiel, mais à vous de faire vos fiches comme vous le voulez aussi. Et à côté, comme d'habitude, juste derrière, quelques idées grand oral, bien que vous puissiez en trouver d'autres. Et bien sûr, c'est à affiner si vous prenez une de ces idées-là. C'est juste des idées, ce n'est pas des questions de grand oral encore. Donc voilà, je vous laisse travailler et à très bientôt. Au revoir tout le monde.